Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de mon podcast créatif. Moi c'est Audrey et ceci est un podcast principalement dédié à mes créations de tricot. Bonjour, bienvenue pour ce nouvel épisode, oh là là. Alors pas de panique, je vais mieux que la dernière fois. Je suis désolée, je sais que ça vous a beaucoup fait rire. Mon dernier épisode où j'avais un problème. Ça va, je suis de nouveau moi ennuyeuse au possible. Donc voilà. En revanche, j'ai beaucoup de mal à articuler. Je ne sais pas pourquoi. Mais bienvenue, merci beaucoup de me retrouver pour ce nouvel épisode. J'espère que vous allez bien. J'ai un peu chamboulé mes plans d'enregistrement. Donc je fais un épisode maintenant parce que j'ai quelques projets à vous présenter. Et comme ça, l'épisode de début octobre sera, avec un peu de chance, moins mastoc. Mais parce que là j'aurai beaucoup de choses à annoncer. Je porte mon t-shirt Club Wool de In the Wool for Love. Vous les connaissez sans doute puisqu'ils ont pas mal tourné sur Instagram. Super agréable, vraiment je l'aime beaucoup, j'aime beaucoup la qualité. Donc j'ai le Club Wool chiné rose. Je crois que j'ai pris la taille S ou M, je sais plus. Super, voilà, je l'aime beaucoup. Très confortable, je l'ai beaucoup porté cet été. Voilà. Oh là là, si en fait, hein, j'ai un problème encore aujourd'hui. C'est un problème différent. Voilà, c'est un problème différent. J'ai 3 projets à vous présenter. Une publication ou alors une annonce de modèle. 1 et 2 projets en cours, dont un que vous avez déjà vu et un nouveau. Et je me suis dit qu'ils étaient mignons tous ensemble et que là, vous apercevez des petits bouts, et que c'était sympa de vous les présenter dans cet épisode. Donc voilà, je vais commencer, comme ça on va essayer d'être un peu... Voilà. Vous pouvez trouver tous les temps des différentes sections du podcast dans la description sous la vidéo. Donc si vous voulez sauter un passage qui ne vous intéresse pas, n'hésitez pas à faire ça. Je mets aussi tous les liens de ce dont je parle, ainsi que les liens vers mes patrons sur Ravelry et mes réseaux sociaux. Et toujours oublier quelque chose, hein. Je viens d'annoncer un nouveau modèle. Donc c'est un modèle qui pour l'instant est disponible en kit avec ID, donc qui m'avait contacté il y a quelques mois pour me proposer de créer un modèle avec sa base bébé chameau et soie. Et donc grâce à ça, j'ai créé le châle Harold. Donc qui est un châle triangulaire mais avec un petit truc en plus et qui a ce panneau de torsade et de dentelle. Donc c'est un châle qui utilise 2 écheveaux 800 mètres de bébé chameau et soie, et ça c'est le coloris pain, voilà, qui est un très très beau vert. Je vous en avais parlé il me semble quand j'étais en train de le tricoter, je sais plus exactement ce que j'avais dit parce que ça date du coup. Mais voilà, je vais revenir un petit peu à la fois sur la laine et sur la construction. Donc le bébé chameau et soie, c'est vraiment parfait pour ce projet puisque en fait c'est assez difficile de trouver une laine pour un châle qui permette de faire des torsades, parce que comme pour un châle on veut quelque chose qui drape, on a tendance à vouloir un échantillon un petit peu lâche, mais le souci c'est que des torsades lâches c'est pas très joli. Et cette base de ID, bébé chameau et soie, vraiment permet d'avoir quelque chose qui est hyper, regardez c'est tout, qui drape tellement bien, qui est très très joli, avec la brillance de la soie et la profondeur de couleur qu'apporte le bébé chameau, parce que le bébé chameau est un peu beige. C'est évidemment super doux. C'est marrant parce qu'à chaque fois quand on parle à des non-tricoteurs de laine de yak ou de bébé chameau, ils ont toujours cet a priori comme quoi ça va être vachement rêche et dur, mais en fait c'est parmi les matières les plus douces, donc c'est amusant. Et ça permet quand même de tricoter un échantillon qui est pas trop lâche et d'avoir un beau rendu sur les torsades et sur les mailles torse ici. Voilà. Donc c'est pour ça vraiment que je trouve que la combinaison base patron est vraiment vraiment intéressante. Et donc voilà, vous avez des kits disponibles sur le site ID, je mettrai le lien en description. Et donc dans le kit vous avez 2 écheveaux
coloris au choix. Vous pouvez voir sur la page Ravelry du patron plein de versions test et quelques-uns ont utilisé la même base. Donc vous avez un panel de couleurs pour vous aider à choisir. Vous avez 2 sèche-chevaux pour faire le châle et le patron inclus dans le kit. Et Heidi offre, il y a moins 10% en fait sur le kit pour la semaine, pour cette première semaine, donc jusqu'à dimanche. Voilà. Si ça vous intéresse d'y jeter un coup d'œil. Le patron en soi, tout seul, donc je le dis parce qu'à chaque fois qu'il y a des histoires d'exclusivité, de collaboration, il y a toujours la question. Le patron sera disponible tous individuellement à la vente aussi, évidemment, d'ici voilà, quelques jours, ce sera la semaine prochaine. Donc si jamais vous ne pouvez pas ou ne voulez pas utiliser la laine d'Heidi, pas de soucis, pas de panique, le patron sera disponible la semaine prochaine. Voilà, vous pouvez me suivre sur Instagram. J'annoncerai voilà, quand ce sera le cas. Mais en attendant, vous avez les très beaux kits d'Heidi. Et comme je vous le dis, voilà, je pense que c'est vraiment le fil parfait en fait pour aller avec ce châle. Je vais vous parler un petit peu de la construction et vous allez comprendre. Donc c'est un châle qui se commente aussi, hein, commenter, allez-y, qui se commence par la pointe ici avec un montage en I-cord pour lequel j'ai fait une vidéo tutoriel si vous en avez jamais fait. C'est rien de compliqué. Un montage en I-cord qui se continue tout le long du châle, même le rabat est aussi en I-cord. Voilà, donc tout autour du châle en fait il y a un I-cord tout autour du châle, c'est la finition. Très propre, c'est une façon de faire un I-cord plus facile. Il y a 2 façons de faire un I-cord, il y en a une que je trouve plus facile que l'autre, donc je choisis la plus facile. Et vous avez voilà, ce panneau de torsade et de petits jetés dentelle et de maille torse. Alors, le patron est accessible parce que vous avez en fait à chaque fois des diagrammes et des instructions rang par rang. Donc si jamais vous n'êtes pas à l'aise avec les diagrammes, vous pouvez suivre les instructions écrites rang par rang et vous n'aurez pas de problème. Au niveau des diagrammes, j'ai plusieurs choses à dire, puisque je me suis rendu compte à l'occasion de ce test de pas mal de malentendus et de choses que les gens ne savaient pas forcément trop comment gérer. Alors déjà, il n'y a pas de plusieurs diagrammes à suivre en même temps, parce que donc il y a un seul diagramme à chaque fois à suivre, tout le panneau est sur un même diagramme, donc ça c'est déjà beaucoup plus facile. Ensuite, quand on tricote à plat, les diagrammes, il faut les lire en aller-retour. On s'est rendu compte avec quelques-unes de mes testeurs que, en fait, avec le tricot circulaire, on n'a peut-être plus du tout l'habitude, et quelques testeuses avaient des soucis et n'avaient pas compris, en fait, et lisaient le diagramme toujours dans le même sens, mais non, quand on tricote en aller-retour, il faut tricoter les rangs en droit en lisant le diagramme de droite à gauche et les rangs en vert en lisant le diagramme de gauche à droite. Et normalement, si le patron est bien fait, vous avez le numéro du rang de chaque côté en fait. Vous avez 1, 2, 3, 4, 5 et voilà, ça vous indique comment il faut suivre le diagramme. Voilà, c'est une petite chose que apparemment certains ne savent plus, mais voilà. Un diagramme, en fait, ça représente... alors, quand je dis droite-gauche, j'ai envie de prendre le temps, un jour, de me renseigner et d'apprendre le tricot quand on est gaucher. Parce que je sais que y a beaucoup de gauchers qui sont beaucoup plus à l'aise en tricotant en inversant, en fait, du coup, pour que ce soit plus naturel pour eux. Et du coup, c'est vrai que... il faut que j'apprenne et que je me renseigne beaucoup pour pouvoir aider dans ces situations-là, parce que ça change beaucoup de choses au niveau des directions. Et quand on n'a pas l'habitude, c'est un peu curieux et j'ai du mal à comprendre la chose de façon abstraite et à pouvoir aider les gens quand ils ont des soucis. Mais donc il faut que je prenne le temps d'apprendre comment tricoter quand on est gaucher pour pouvoir mieux aider ceux dont c'est le cas. Mais voilà, là quand je dis droite-gauche, des choses comme ça, c'est disons la manière conventionnelle qui malheureusement est la manière des droitiers, et c'est comme ça que mes patrons sont écrits. Voilà, juste petite précision par rapport au système droite-gauche. Un diagramme,
ça représente l'endroit en fait du tricot, puisque comme ça par exemple quand vous avez des torsades, on voit le dessin des torsades, alors que si ça représentait l'envers, ce serait beaucoup moins visuel et beaucoup moins facile à suivre. Donc du fait que le diagramme représente toujours l'endroit, il arrive des fois qu'on commence pas au même point. Habituellement on commence en bas à droite, puisqu'on commence par un rang en droit. Mais il arrive des fois qu'il faille commencer par l'envers. Et c'est le cas ici en fait. Une fois que tout est écrit dans le patron, hein, vraiment, tout est écrit dans le patron. la plupart des questions de patron que je reçois, ça se finit toujours en oui, il faut faire comme le patron on dit. Parce que souvent on oublie ou on fait pas trop attention aux indications générales. Mais bon, quand c'est ça qui est bien avec les tests, c'est que quand je vois qu'il y a quelque chose qui n'est pas lu ou qui n'est pas trop pris en compte, du coup ça me permet de le réécrire 6 fois partout pour que du coup ce soit bien clair. Là par exemple, donc vous avez un premier diagramme qui vous amène jusque là, à peu près jusqu'à la largeur finale du motif, et ensuite vous avez un autre diagramme qui est la répétition entière et que vous répétez jusqu'à la hauteur du châle. Ce diagramme, donc c'est 20 rangs, et en fait on le commence sur l'envers, parce que c'était beaucoup plus pratique au niveau de la répétition pour moi de vous faire commencer sur l'envers. Et du coup c'est pour ça que le diagramme il se commence en bas à gauche, puisqu'on est sur un rang envers. Et donc après on fait en aller-retour comme je vous ai dit. Voilà. Mais encore une fois, c'est écrit en gros, en gras, machin partout, voilà. Une fois que vous avez ce diagramme sur les côtés, on fait du point mousse, tout simplement. Vraiment le patron est pas compliqué, les points en soi sont pas durs. La grosse torsade ici, j'ai fait un tutoriel vidéo pour vous montrer comment la faire. Elle est pas difficile, c'est juste qu'il y a une maille envers au milieu. En fait, donc c'est une torsade à 5 mailles, et donc vous croisez 2 et 2, et sauf que vous avez une maille envers au milieu qui doit rester au milieu. C'est pour avoir cet effet un petit peu rebondi en fait. Et j'ai fait une vidéo pour montrer comment on le fait avec une aiguille auxiliaire et aussi sans aiguille à torsade, puisque je préfère faire mes torsades sans aiguille auxiliaire quand je le peux. Et du coup j'ai fait une vidéo pour vous montrer comment je le fais. Mais voilà, c'est pas une torsade compliquée en fait. Chaque petit motif a des répétitions très courtes, et comme c'est très géométrique, vous voyez où vous en êtes. Là vous savez que vous avez croisé hop vers la gauche, et là vous allez croiser vers la droite, vers la gauche, voilà. Donc c'est vraiment rien de compliqué. Parmi mes testeurs, quelques-uns étaient débutants en torsade et s'en sont très très bien sortis. Il faut juste faire un petit peu attention quand on met en place le motif. Mais voilà, tout est écrit dans le patron. Vous avez les deux options, diagramme ou rang par rang. Rang par rang est généralement peut-être plus facile. Mais voilà, on me demande souvent est-ce que c'est le niveau... c'est toujours un peu difficile à dire parce que de mon point de vue, c'est jamais très compliqué parce que j'ai passé le temps à... ça fait hyper prétentieux. Mais en fait, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que quand un créateur sort un patron, on passe tellement de temps à le décortiquer et à suranalyser et à chercher 20 000 façons d'expliquer différentes que on passe tellement de temps à réfléchir dessus qu'au bout d'un moment, les choses nous paraissent claires. Et du coup, c'est assez difficile d'essayer de prendre du recul et de voir, ok, est-ce que c'est difficile objectivement ou pas. Et d'où l'aide des testeurs, et mes testeurs s'en sont super bien sortis, et m'ont dit que le patron était clair. Je pense qu'on a réussi avec leur aide à peaufiner les instructions, et du coup c'est facile à suivre, et vous pouvez être pris par la main tout au long du patron. Donc faut pas avoir peur. Il n'y a rien de compliqué. Au niveau des torsades, comme je vous l'ai dit, c'est très géométrique. Et au niveau des petits jetés et de la dentelle, c'est tout bête. Voilà.
Ah oui, autre chose dont je voulais parler, c'est les jetés. Je me suis rendu compte qu'il y a pas mal de gens qui savent pas trop quoi faire avec les jetés. Et il y a des malentendus en fait sur ce qu'il faut faire. On me demande souvent, est-ce qu'un jeté, qu'est-ce qu'on en fait au rang suivant? Bah, en fait, encore une fois, la réponse c'est bah, vous en faites ce que le patron vous dit d'en faire. C'est, je pense que c'est souvent ça qui nous freine quand on est débutant, c'est qu'on suppose qu'il y a quelque chose d'implicite qu'on fait mal ou qu'on sait pas faire. Non, vraiment, 99% du temps, le patron vous dit tout. Et si c'est pas le cas, soit c'est vraiment un patron très très avancé, et dans ce cas-là, ben, peut-être que ben, voilà, vous auriez dû vous en rendre compte, soit le patron mériterait d'avoir des ajustements pour qu'il soit plus clair. Mais voilà, par exemple, là sur les jetés, si le patron vous dit de faire une maille en droit, bah vous faites une maille en droit et ça laisse un trou. Oui, c'est le principe de la dentelle. Si le patron vous dit de faire une maille torse, bah vous tricotez le jeté comme une maille torse, donc par le brin arrière, ce qui le ferme en quelque sorte, ce qui le twist, et ce qui réduit le trou, et là ça peut servir d'augmentation, par exemple. Mais il n'y a pas de manière implicite de gérer les jetés que vous êtes censé savoir en fait. Est-ce que c'est un jeté qui doit rester en maille endroit, donc ouvert, donc faire un trou, ou est-ce que c'est pas de la dentelle et il faut que ça se referme, mais le patron va toujours vous dire tricoter en maille endroit ou tricoter en maille torse. Voilà. Il n'y a pas de... il n'y a pas de sous-entendu ou de choses secrètes que vous ne savez pas. Voilà, faut vraiment juste faire ce que le patron dit et normalement, vraiment la plupart de vos problèmes sont réglés quand on se pose moins de questions en fait. Je le vois moi aussi, hein, souvent quand j'ai des problèmes, c'est que je me pose beaucoup trop de questions et je me dis mais il faut que... va falloir que je lise juste les instructions et que j'arrête d'essayer de comprendre au-delà de juste exécuter ce qui est écrit. Et après, il y a le déclic et on voit que ça marche. Bref. Des petites choses que je voulais dire au niveau de la lecture du patron, tout ça. Tout ça pour vous dire que c'est pas très compliqué, vraiment. Juste un petit peu d'attention au début, mais une fois que vous êtes lancé, les répétitions sont courtes. Tous les rangs en vert sont des rangs de repos, donc en fait vous tricotez à l'endroit les mailles en droit, à l'envers les mailles en vert, donc en torse les mailles torse, voilà. Donc vous voyez très bien hein, que quand vous êtes sur l'envers, hop, vous voyez très bien ce que vous devez faire. Voilà. Et une fois que vous atteignez la hauteur principale du châle, donc le châle a un système de pourcentage aussi pour vous permettre de vous repérer si vous voulez faire un châle plus ou moins long. Une fois que vous atteignez la hauteur maximale, on va faire des rangs raccourcis. Et vous voyez là que ça part dans une autre direction. Et en fait, ça courbe le haut du triangle, ce qui fait que c'est pas vraiment un triangle. Et ça permet en fait d'avoir un châle qui est plus long qu'un châle triangle traditionnel. Comme ça, si je le porte comme ça, hop, là, vous voyez que j'ai suffisamment de longueur pour pouvoir le porter correctement. Alors que souvent sur les châles triangles traditionnels, ben, on a juste des tout petits bouts là et on sait pas trop quoi en faire. Là vraiment il est super long. Il peut se porter de plein de façons différentes du coup, parce que le point mousse et les rangs raccourcis font que ça drape super bien. Donc là encore une fois, d'où l'intérêt d'avoir une laine qui a beaucoup de drapé comme celle d'Heidi Heidi, parce que juste ça le rend, ça accentue en fait la construction du châle et ça le rend très très bien à porter. J'ai deux de mes testeuses, dont une qui a fait des photos portées en fait où elle le porte comme ça sur ses épaules et là elle met une broche pour le fermer et je trouvais ça très joli parce que du coup comme il est bien long, voilà, ça couvre quand même pas mal et voilà, je trouvais ça sympa comme idée. Elle a une très belle broche. Vous pouvez voir sur Ravelry plein de versions test hein, avec des superbes photos. Très reconnaissante à mes testeuses d'avoir mis de si jolies photos du châle. Mais voilà, donc c'est une forme un petit peu particulière. Ce sont des rangs raccourcis entourés et tournés, donc crop and turn. Mais comme on est sur du point mousse, c'est plus facile parce qu'ils se fondent plus facilement. Et ensuite on fait un rabat en night cord. Et
qui est expliqué aussi dans le patron. Voilà, donc j'aime beaucoup ce châle. Je trouve que c'est intéressant, enfin d'une forme triangle qui en général est un peu, ça fait un peu hippie, j'écoute Damien 16, des trucs comme ça, n'est-ce pas, cowboy, tout ça. Je suis désolée si vous aimez Damien 16, hein, mais c'est pas possible. Et on arrive à quelque chose qui est quand même, je vais me faire lyncher, qui est hyper élégant et qui est quand même très très sympa. Voilà, moi je trouve. Voilà. Je pense que j'ai tout dit niveau construction, tout ça, voilà. Donc quand le patron sera sorti individuellement, voilà, on peut facilement utiliser plus ou moins de laine grâce au système de pourcentage noté dans le patron. Mais voilà, c'est 2 écheveaux de fingering et ça vous fait un châle qui est quand même bien long avec les dorsales. Voilà. Je pense que j'ai tout dit. Ouais. Donc voilà, n'hésitez pas si vous voulez attraper le patron un petit peu en avance et avoir un kit d'IDID à aller voir sur son site. Comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup de très très beaux coloris. Et donc ça c'est peint et je trouve vraiment très beau. Et voilà. Voilà pour Harold, que vous pouvez voir sur Ravelry en attendant la semaine prochaine et les kits chez IDID. Je me répète beaucoup. Hein. Je vais passer à mes encours et je vais commencer avec un encours que vous connaissez déjà, qui est un test que je fais pour de Blue Mouse, donc Emily Frank. Donc c'est le pull qui utilise plein de restes de fingering. C'est un pull drop shoulder avec du point mousse et du point rivière, puisqu'on m'a dit comment ça s'appelait. Je trouve c'est très joli en plus, point rivière comme mot. Voilà. Donc vous regardez ça et vous, si vous avez vu l'épisode, le dernier épisode, vous dites Audrey, il est où le jaune? Bah, le jaune il est parti. Donc la dernière fois je vous disais il y avait ici une bande jaune et je vous disais que j'étais pas trop sûre. Et en fait en montant l'épisode de podcast, je me suis dit non, le jaune il s'en va. Donc j'ai défait. Et j'ai remplacé par le caramel mousse. C'est la laine de mon Katie Chou en fait. Voilà. Et je trouve que c'est bien mieux. En fait, pourquoi le jaune ne va pas? Parce que il est vif et chaud, je pense. Parce que quand on regarde les autres couleurs vives, genre ce bleu et cette aubergine là, ils vont bien avec le reste. Il y a des rappels, par exemple, comme ils sont froids. Par exemple, le bleu, bah là il y a une espèce de bleu, il y a le menthe, et l'aubergine il est froid, rosé, donc il y a un petit peu de rose là, il y a le rose là, et du coup ça va beaucoup mieux je trouve. Et je suis super contente. Donc comme je vous avais dit la dernière fois, pour moi c'est un petit peu un défi d'apprendre à mieux gérer les couleurs, puisque je ne suis jamais très à l'aise. Et donc là j'ai fini donc le devant et donc j'ai ma séquence de rayures complète et j'en suis super contente. Je trouve que c'est original mais en même temps c'est tout à fait portable. Donc voilà, je trouve que c'est vraiment joli, tout va bien, rien n'est bizarre, il n'y a pas de trop grosses rayures, des choses comme ça. Donc je suis vraiment ravie. J'ai fini le devant, donc j'ai fait on fait quelques diminutions pour la manchure, on fait le col des rangs raccourcis. Et là je suis sur le dos, ou l'inverse, je sais plus, mais bon. et pareil, j'ai bien avancé, j'ai fini les diminutions pour la manchure. On fait quelques rangs raccourcis sur le dos, là vous voyez sur cette bande, là il y a des rangs raccourcis. Et donc là je pense que je m'apprête à aussi former le col dans le dos et les épaules. Voilà, donc c'est très sympa, toujours très sympa à tricoter. Voilà, le point mousse, on s'amuse. Et surtout ce qui est sympa, c'est que en fait une fois que vous avez fait votre séquence de couleurs, bah, vous n'avez plus à compter les rangs. En fait on a à compter les rangs que pour la moitié du pull, puisque bah là une fois que ça c'est fait, là je vois que bah, j'ai 3 bandes de point mousse. Bah, donc sur le dos je fais 3 bandes de point mousse, etc. Et ce sera pareil pour les manches, j'aurai juste à compter une fois
et après je pourrais juste copier ce que j'ai fait. Et du coup ça rend vraiment le projet très agréable, très sympa et en même temps amusant avec les changements de couleurs. Donc je rentre les fils au fur et à mesure parce que sinon c'est pas possible. Donc je vous conseille vraiment, si vous, quand le patron sortira, si vous le faites, de rentrer les fils au fur et à mesure, c'est juste beaucoup plus agréable plutôt que de se laisser 20 000 bouts de fil à la fin. J'ai fait mon échantillon en rang est pas bon, donc j'ai fait plus de rangs pour avoir la bonne mesure. Donc c'est parce que mon échantillon en rang est pas bon, hein, l'échantillon est la réponse à tout. Mais en fait j'aurais pu sans doute bidouiller un peu pour avoir le bon échantillon en rang, mais je me suis dit que vu qu'on est sur du point mousse et que le point mousse ça se détend, je me suis dit c'est peut-être pas mal d'avoir un échantillon en rang un peu plus serré. Le patron a plein d'indications pour vous permettre de mesurer les choses correctement, parce que forcément c'est ce que vous tricotez là, ça va pas la même mesure que ce que ce sera une fois bloqué. Quand on le regarde là, il a l'air vraiment vachement court. Mais le patron donne plein d'indications sur comment mesurer son échantillon, quelle mesure prendre en compte quand on tricote. Moi ce que je fais, c'est que quand je mesure, j'étire un petit peu pour... pardon, j'ai une quinte de tout. J'étire un petit peu pour avoir à peu près ce que ça va donner une fois bloqué. Et c'est comme ça que je mesure, que j'ai mesuré mon corps. Enfin, le corps du pull. Mais voilà, j'en suis super contente. Je vais mettre dans la description le lien vers ma page projet Ravelry. Comme ça, vous aurez le détail de toutes les laines et toutes les couleurs que j'ai utilisées. C'est mieux plutôt que de passer 20 minutes à toutes les nommer. Mais voilà, j'en suis super contente, c'est super sympa à faire et c'est vraiment un moyen cool d'utiliser plein de restes. Et peut-être que je m'en referai d'autres sans forcément le point rivière que j'aime bien, mais j'aime bien l'effet que ça donne là parce que ça fait un petit peu un effet dévoré, déchiré, je sais pas quoi. Mais je me dis que le pull serait... En fait... Non, ça ajoute vraiment quelque chose au pull. Parce que si c'est juste des rayures, je me dis que j'aimerais moins. Mais peut-être que j'en referai un sans le point rivière, mais avec autre chose qui donne un effet similaire. Parce que si c'est que des rayures, je sais pas, c'est moins... Ça me paraîtrait moins fluide. Que là, avec le petit point rivière, ça fait des ouvertures, ça fait des jeux de texture qui... Je sais pas, qui adoucissent peut-être le côté plein de rayures. Je sais pas, je divague. Mais voilà, donc la fin du test c'est début octobre, donc normalement je devrais être bien. Et je vous montrerai une fois que le patron sera dispo sur Ravelry, puisque comme ça vous permettra d'aller le voir si jamais il vous intéresse. Mais voilà pour mon premier encours. Et mon deuxième encours, c'est un tout nouveau projet, c'est un nouveau modèle sur lequel je suis en train de travailler. Alors, si vous me suivez sur Instagram, j'en ai parlé, et sinon vous vous êtes peut-être rendu compte que il y avait beaucoup de vieux roses en ce moment. En fait, c'est que j'ai fait la bêtise, c'est pas une bêtise, mais c'est juste que j'ai accumulé 4 quantités pulls en vieux rose pour des modèles. Et je m'en suis rendu compte seulement quand j'ai commencé à préparer mes modèles pour l'automne-hiver. J'ai vu ces 4 quantités pulls de vieux rose et je me suis dit mais franchement j'aurais pu faire attention à pas avoir la même couleur. Du coup je me suis dit que j'allais faire comme si c'était fait exprès, n'est-ce pas, et que on va dire que voilà, c'est une collection de vêtements texturés en vieux rose. Voilà. Je vous jure c'est fait exprès. Voilà. Mais du coup ça c'est le troisième sur 4 que je suis en train de travailler. Donc ces pulls vieux roses commenceront à sortir en octobre. Donc il y en aura un en octobre, novembre, décembre et janvier. Normalement, sauf si j'ai un problème. Mais normalement ça devrait marcher. Et donc celui-ci ce sera celui de décembre. Et c'est un pull en raglan. Je pense que vous vous êtes rendu compte que j'aime beaucoup les raglans. Je pense que c'est ma forme de pull préférée, même si c'est pas très facile à grader, n'est-ce pas? Mais voilà, donc c'est un raglan avec pas mal d'aisance, loose, voilà, et un panneau de texture au centre. Donc c'est
des petites textures qui sont assez simples, vous avez sans doute vu ailleurs, et là elles sont arrangées, je les ai arrangées en fait de sorte à ce que en haut du pull ça tombe et à partir du milieu du pull ça remonte, donc ça fait un petit effet géométrique sympa je trouve. Voilà, c'est rien de compliqué. Ce que j'ai fait, c'est que ce sera pas pareil pour toutes les tailles parce que comme c'est un panneau qui est assez fin, j'ai préféré le modifier et en faire un plus grand pour les grandes tailles. Je trouve que c'est mieux parce que, alors c'est pas possible pour tout et des fois c'est pas nécessaire, mais là je trouve que ça valait vraiment le coup de faire attention à ce que le ratio panel devant sur le buste soit à peu près le même sur toutes les tailles. Donc enfin, par exemple là sur, donc ça ce sera la taille 3 puisque j'ai rajouté une petite taille je crois, oui, donc ça ce sera la taille 3 pour moi et donc vous avez la version petite du motif et ça occupe à peu près 20%, entre 18 et 20% du devant. Et du coup j'ai fait en sorte que à partir de la moitié des tailles et vers les plus grandes tailles, le motif sera un peu plus grand. Et là ça fonctionne très bien parce que oui, du coup il y aura deux lignes en plus sur les côtés et donc le motif sera un peu plus grand, plus large et il y aura deux petites boules en plus à chaque fois. Mais disons que l'aspect général du motif n'est pas modifié, je trouve. Je trouve que ça fonctionne bien. Et comme ça me permet, même sur les plus grandes tailles, d'avoir toujours ces 20% environ occupés par le panneau. Parce que je trouve que c'est mieux, quitte à avoir un motif qui soit un petit peu différent d'une taille à l'autre, je trouve que c'est mieux plutôt que d'avoir quelque chose qui se perd vraiment sur les plus grandes tailles. Je trouve que c'est dommage. Quand c'est possible, je préfère le faire. Et du coup là je l'ai fait. Rien, ça m'a un peu du mal à faire le diagramme, mais ça fonctionne très bien. Je ferai aussi des instructions écrites. Voilà, j'ai relevé le col, comme ça c'est joli, parce qu'avant c'était bizarre. Mais voilà, ça fait une jolie finition. Et donc c'est un pull avec pas mal d'aisance. Je suis sur le corps, presque à la fin. Je vais faire le bas du pull sera fondu, parce que j'aime bien faire ça en ce moment. Et ensuite, je pense que les manches seront un peu larges et confortables et juste resserrées en bas pour des côtes un peu longues sans doute. Je suis partie sur des côtes 1-1 pour ce modèle. Donc tout sera en côte 1-1. J'ai fait une petite... lumière, un rang de mailles en vert et après j'ai fait les côtes. Ça me stresse quand les côtes sont pas... c'est pas les mêmes. Il y a quelques modèles comme ça où, par exemple, le col il est en côte 1-1 et le bas du pull en côte 2-2. Et les manches en côte une des deux. Et je sais pas, moi ça me stresse. Je préfère quand tout est... sauf s'il y a un motif particulier, donc là d'accord. Mais quand c'est juste des côtes, je préfère quand c'est... Voilà, quitte à faire juste des côtes simples, autant que ce soit les mêmes partout, je sais pas, ça me stresse. Mais voilà. C'est pas grave, hein, c'est juste une question de préférence. Voilà, donc au niveau de la laine que j'utilise, donc j'aime bien le mohair, j'ai pas de problème avec le mohair, c'est juste que pour moi je trouve que c'est un peu cher et que c'est un peu trop fluff, un peu trop. J'ai un petit peu de mohair, je vais faire un bonnet avec, donc j'aime bien, hein, pas de souci. Et aussi j'ai une idée de pull, j'aime beaucoup le rendu des pulls mohair quand ils ont des textures, genre soit de la brioche, soit des côtes brisées, des trucs comme ça, je trouve que c'est super joli comme ça. J'ai une idée de pull que j'aimerais bien faire comme ça avec du mohair, donc voilà, il va falloir que j'en trouve. Mais généralement moi je suis plutôt team alpaga, parce que je trouve l'alpaga c'est moins cher, c'est doux, ça a du drapé et je trouve que ça a un petit peu ce côté fluffy sans trop en faire. Donc voilà, vraiment c'est des équivalents et je trouve que c'est bien de pouvoir proposer les deux, voilà, parce qu'on voit beaucoup de pulls en mohair en ce moment et si jamais vous n'aimez pas le mohair, essayez de l'alpaga, voilà, on peut très bien proposer les deux. Ça c'est de l'alpaga de la marque Holstgarn, donc la gamme Titicaca qui est 100% pure alpaga, c'est de la dentelle. Et donc ça c'est le coloris Heather Rose. Et donc je le tricote en double avec
la base BFL Massam de Stranded Dye Works, donc Amy Florence, qui est une teinturière anglo-saxonne qui a un très très chouette podcast, si vous comprenez l'anglais, elle est très sympa. Et c'est son coloris Grubby Pink, donc qui est un vieux rose avec des petits speckles bordeaux et ocre, genre il y a un speckle ocre là quelque part devant, j'ai mis la photo sur Instagram où on le voit bien, et c'est super sympa. Et quand j'avais reçu au début, parce que j'ai eu du mal à choisir en ligne la couleur qui correspondait le plus, et ça c'était ce qui fonctionnait le mieux, et quand je les ai reçus j'ai eu un petit peu peur parce que vous voyez il est beaucoup plus clair. Mais je me suis dit je vais essayer quand même parce que souvent on est surpris quand on mélange les deux fils. Et effectivement ça marche bien, ça fait un petit côté un peu chiné et ça ajoute voilà, le côté sympa de tenir un fil un peu fluffy en double. Mais ça laisse transparaître le travail de teinture d'Amy qui est très très joli, il y a des nuances, bon, on voit rien là parce que la lumière est nulle, mais voilà, croyez-moi sur parole c'est joli. Voilà, et j'aime bien le fait de tenir en double de fil, et avec l'alpaga, du coup pour moi c'est très sympa, et voilà où j'en suis pour ce projet. Ce sera le pull Clocada. Donc qui est un des mots que Audrey de Nuages de laine m'a trouvé, donc Audrey qui a fait des études d'occitan, enfin qui est un puits de connaissance en occitan et qui m'a aidé et qui m'a donné plein d'idées de noms pour mes designs en occitan. Donc Clocada, c'est à la fois une couvée de poussins, et donc je pense que vous comprenez pourquoi quand elle m'a dit ce mot, je me suis dit mais c'est parfait. À la fois une couvée de poussins et les Pléiades, les étoiles, la constellation. Et je trouve que les deux c'est parfait en fait. Je trouve ça très rigolo qu'il y ait un mot qui veuille à la fois dire poussin, enfin plein de petits poussins, couvée de poussins, et les Pléiades. L'occitan, vraiment bravo, parce que c'est aucun sens, mais c'est très joli. Et du coup voilà, ce sera le pull Clocada qui partira en test, j'espère bientôt, puisque je vais le sortir en décembre comme je vous l'ai dit. Voilà, encore une fois, si vous voulez tester pour moi, envoyez-moi votre mail soit sur Instagram, soit sur Ravelry, et je vous ajouterai à la liste et vous recevrez les appels au test. Merci beaucoup. Vous avez beaucoup aimé mes moufles convertibles que je vous ai montré dans le dernier épisode. Je suis ravie qu'elles vous plaisent. J'ai eu beaucoup trop de personnes qui se sont proposées pour les tester. Genre il y avait 42 personnes, je crois. Beaucoup trop. Et du coup voilà, j'ai envoyé le test hier, et donc du coup si vous n'avez pas été sélectionné, je suis vraiment désolée, mais il faut que j'apprenne à dire non sur les tests parce que j'ai fait la bêtise voilà, d'accepter tout le monde sur des tests, plein de tests précédents, et du coup comme je design plus vite que ce que vous testez, ce qui est normal parce que je fais ça toute la journée, bah du coup je me suis retrouvée, vous étiez tous occupés sur d'autres tests et j'avais besoin d'autres testeurs, et du coup c'était un peu pénible. Et aussi, c'est plus facile de gérer moins de personnes quand c'est pas nécessaire. Mais j'aime bien avoir le plus de personnes possible parce que il y a toujours quelqu'un qui va avoir une super idée de modification, ou quelqu'un qui va avoir un retour hyper intéressant au niveau de la taille, quand c'est un pull par exemple. Et du coup c'est important, d'avoir autant de testeurs que possible, mais il faut que j'apprenne à dire non et à pas me sentir mal quand je dois refuser des gens. Je choisis mes testeurs au hasard, hein, donc en fait j'essaie à peu près, si jamais je vois que le hasard fait pas bien les choses, j'essaie de faire en sorte d'avoir un panel de niveaux différents, parce que c'est important d'avoir des gens plus à l'aise mais aussi des débutants. Pour moi c'est comme ça qu'on fait un bon patron. J'essaie d'avoir un panel de niveaux différents, mais en fait une fois que là par exemple j'avais 42 personnes qui se sont proposées, donc j'ai choisi au hasard, avec le générateur de numéros au hasard, j'ai choisi 20 personnes. Voilà, je trouve que c'est le plus juste parce que j'ai pas de critères de faites des belles photos, machin. Bon, c'est sympa, mais et j'en suis très reconnaissante quand j'en ai, et c'est hyper utile pour un créateur. Mais je sais que j'ai des testeurs qui sont d'excellents testeurs et qui sont pas forcément fans de photos. Du coup, voilà, c'est pour ça que je choisis au hasard. Donc si vous n'avez pas été pris pour le test des moufles convertibles, je suis vraiment désolée. Mais voilà, ne vous inquiétez pas parce que les moufles vont sortir fin octobre, normalement, si tout se passe bien. Et il y aura plein d'autres tests d'accessoires qui arrivent.
Voilà, donc je pense que j'ai tout dit. J'ai tricoté d'autres trucs, dont un test très très sympa, mais je vous le montrerai quand il sera dispo sur Ravelry. Mais voilà, c'était ce que je voulais vous présenter pour cet épisode. Je vous retrouverai début octobre avec pas mal de choses à vous dire, notamment du coup l'annonce de mon Patreon qui devrait se lancer début octobre si tout va bien. Voilà. Mais voilà, en attendant je vous souhaite une très bonne fin du mois de septembre et je vous dis à la prochaine. Salut!